Donc, bonjour, je suis Daria Kaklik, docteur en psychologie, psychologue clinicienne, auteure du livre Borderline avec le professeur Granger. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Issik, docteur Romain Issik, addictologue, psychiatre dans le service du professeur Franck Bellivier. Bonjour Romain. Bonjour Daria, et merci beaucoup à toi et puis à la Forpel de cette invitation pour parler aujourd'hui du coup des liens entre troubles borderline et addiction. Oui. Ok. Donc la première question que j'aurais à te poser, en quoi le trouble borderline représente un facteur de vulnérabilité? En quoi il prédispose aux addictions? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce lien entre le trouble borderline et les addictions? Oui, absolument, c'est une question essentielle. Il y a beaucoup de liens entre troubles borderline et addiction, et c'est pas étonnant vu la fréquence de l'association, très clairement, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui d'ailleurs. Alors il y a une première chose, et là je pense que peut-être toutes les personnes aussi qui en souffrent vont un peu se reconnaître là-dedans, c'est que, j'allais dire presque évidemment, puis c'est aussi validé par les études, les symptômes en fait d'abord du trouble borderline facilitent et favorisent, donnent envie de prendre des produits divers et variés, de façon répétée, souvent en grande quantité, mais il y a des facteurs supplémentaires qui augmentent le risque de passer d'un usage, une consommation un peu même excessive, mais en tout cas qui ne serait pas une maladie sur laquelle il y a encore du contrôle, à une addiction qui, en fait, pour nous aujourd'hui, par définition, c'est une consommation automatique en fait, sur laquelle les gens ont perdu le contrôle. Et donc ça, c'est très important. Et en fait, on a longtemps essayé de débattre entre est-ce qu'on se soigne par les addictions quand on a des problèmes borderline ou autres, etc. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de la vulnérabilité partagée, en fait. C'est-à-dire que troubles borderline et addiction partagent en partie des facteurs de risque, finalement, qui sont très précoces. Il y a des facteurs de risque génétiques. Il n'y a pas beaucoup d'études génétiques de grande ampleur dans le trouble borderline, mais les quelques résultats dont on dispose, ça suggère qu'il y a en partie, mais je dirais comme tous les comportements en fait, des origines génétiques évidemment, et probablement le risque génétique des addictions est en partie partagé avec le risque génétique du trouble borderline. Donc ça déjà c'est un premier élément. Ensuite des événements comme les traumatismes dans l'enfance, surtout les abus physiques et puis les abus sexuels, probablement aussi les abus émotionnels, c'est des facteurs de risque qui en fait augmentent la probabilité d'avoir un trouble borderline, mais aussi d'avoir des addictions. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, l'impulsivité, c'est quand même quelque chose qui est partagé aussi comme facteur de risque entre ces deux problèmes. Et aussi, clairement, ça, on ne sait pas très bien si c'est précoce ou si ça s'acquiert au fil des années quand on souffre de ce type de trouble. Une très mauvaise estime de soi qui favorise la consommation de produits et qui est quand même très fréquente dans le trouble borderline, comme tu le sais et comme vous le savez. Donc voilà un peu de façon très résumée, je dirais, en quoi le trouble borderline est un facteur de vulnérabilité aux addictions. Oui, tu as parlé surtout de la perte de contrôle. En quoi la perte de contrôle est un facteur qui expliquerait une addiction par opposition à un comportement juste addictif, en tout cas de consommation Bien sur sûr. le moment. Alors ça, c'est extrêmement important dans notre domaine, et puis moi je m'intéresse beaucoup aux liens, en situations dans lesquelles il y a à la fois des addictions et d'autres problèmes psychologiques ou psychiatriques. C'est qu'en fait, l'usage de substances, on y est beaucoup plus poussé quand on a des troubles psychiatriques en général, et a fortiori un trouble borderline, on vient d'en parler. Et il y a d'autres facteurs qui vont favoriser la transition, le passage d'avoir un usage qui n'est pas à ce moment-là une maladie, qui est dangereux quand même, mais qui n'est pas une maladie, à une addiction qui est la perte de contrôle. Aujourd'hui, l'addiction, la définition comportementale, c'est justement cette perte de contrôle. Donc c'est le côté automatique, c'est le côté on ne peut pas s'empêcher, et je pense que la plupart des patients, en tout cas, qui ont vraiment développé des addictions, ils arrivent quand même bien à dire que ça ne les soigne plus du tout de rien. C'est que vraiment, au contraire, ça les aggrave et c'est vraiment un problème en plus. Donc la dépendance à un produit, à un comportement, devient un peu au centre de tout, de la vie de la personne. Exactement. Et la prive de sa liberté à renoncer à ce comportement. Absolument. Et il ne faut jamais oublier que de consommer des produits pour se défoncer, pour se soulager, pour mieux dormir, pour se remonter le moral, ce n'est pas réservé au borderline ou à d'autres personnes qui ont des troubles psychiatriques. Et ça, il y a des études, alors à ma connaissance, y compris jusque dans des psychoses, qui montrent que quand on a une psychose, on consomme pour les mêmes raisons que quand on n'a pas de psychose et qu'on n'a pas de trouble psychiatrique. C'est pareil, c'est pour mieux dormir, passer un mauvais moment, etc., etc. Ou au contraire un bon moment
avec un aspect récréatif ou même pour se défoncer. Mais évidemment, si on a un trouble borderline, les occasions de devoir gérer une émotion très forte, combler un sentiment de vide, soulager un sentiment de culpabilité sont évidemment très nombreuses et on sait très bien malheureusement que ça peut arriver 10 fois par jour. Mais je dirais le motif de consommation, il est un peu le même en fait que quelqu'un qui n'a pas de trouble borderline. Sauf que c'est plus fort et que c'est évidemment beaucoup plus souvent. D'accord, donc en fait, l'addiction en sens dépendance implique un usage vraiment très régulier en fait. Absolument, et probablement, ou en tout cas avec vraiment ce sentiment de perte de liberté par rapport au comportement lui-même. Et probablement, il faut se méfier. Alors, c'est bien de faire le bilan quand on a des consommations de produits excessives, mais en tout cas, il faut se méfier de surdiagnostiquer les addictions dès que les gens consomment un peu beaucoup d'alcool ou même beaucoup de cocaïne, enfin peu importe. C'est dangereux, encore une fois, c'est pas conseillé, mais c'est pas toujours le stade d'addiction justement. Et parfois, de toujours être adressé vers l'addictologue, enfin, etc., ça peut être une perte de temps. Ça dilue un peu les rendez-vous, donc c'est pas toujours utile à la prise en charge. Ça, c'est vraiment un message important, en fait, c'est que toutes ces consommations, même excessives, ne sont pas des addictions. D'accord. Alors, quelles seraient les modalités de consommation chez le borderline le plus fréquemment, ce qu'on peut observer? Donc voilà, déjà moi je peux dire, d'après mon expérience clinique, la plupart des borderline vont avoir recours à ce type de comportement suite à une frustration, notamment relationnelle. Ça peut être la rupture, parce que les borderline est très sensible à toutes les difficultés relationnelles, étant donné que la peur de l'abandon est au centre de la pathologie borderline. Donc tout ce qui va déclencher la peur de l'abandon, voire un abandon réel, va souvent déclencher une consommation qui est massive et où la personne cherche à se défoncer pour ne pas avoir à affronter ces émotions pénibles et débordantes, en fait. Oui, j'ai cherché évidemment j'ai regardé un peu pour aujourd'hui si on avait un peu des études sur ce sujet. C'est quand même surtout effectivement l'expérience clinique qui nous dit, et les patients nous rapportent ça très, très bien, c'est que, comme on disait, il y a plus d'occasions, il y a beaucoup plus de symptômes qui favorisent la consommation de produits, et il y a des mécanismes un peu associés qui font que ça va rapidement dans l'excès. Soit le sentiment de vide était tel ou de frustration qu'en fait, on a tellement besoin d'être soulagé rapidement que la première demi-bouteille d'alcool, elle ne fait pas assez le travail, donc en fait on finit la bouteille et puis on ouvre une deuxième, enfin, etc. etc. Et souvent, c'est 1 heure après qu'on s'aperçoit que c'était trop, en fait. Et souvent, d'ailleurs, il y a une polyconsommation. Il n'y a pas que l'alcool, il y a souvent aussi la drogue, le cannabis, ou la cocaïne, ou les benzodiazépines. Oui, absolument. En fait. Et j'aimerais que tu m'en parles davantage pour informer des risques de la consommation des benzodiazépines, donc Xanax, Lexomil, Valium, et l'alcool. Parce que parfois, il y a des patients qui ont des prescriptions de benzodiazépines, des anxiolytiques, et qui, sans le savoir, consomment l'alcool peu de temps après avoir pris le médicament prescrit. Et donc, quels sont les risques associés à cet usage conjoint de ces deux produits-là? Alors ça, c'est très important. Il y a les risques un peu classiques, quand on prend trop de psychotropes, notamment trop de calmants en même temps. C'est en fait tout simplement de faire un coma. Et donc, c'est particulièrement dangereux, cette association. Ceci étant dit, ce qu'on observe d'une part, y compris avec seulement les benzodiazépines, mais a fortiori avec le mélange avec l'alcool, c'est qu'en fait ça va avoir des effets de paradoxaux, c'est-à-dire en fait de désinhibition. Et donc c'est clairement chez les personnes borderline qu'on va observer plus souvent que dans d'autres populations, plus d'agressivité, plus de désinhibition, et donc des comportements à risque. Ça augmente clairement le risque suicidaire, on a quelques données maintenant qui tendent à le démontrer. Et donc ça, par contre, j'ai cherché un petit peu, on a des chiffres quand même assez édifiants. Il ne s'agit pas là de critiquer les prescripteurs, enfin moi j'en suis un aussi, donc voilà, on fait comme on peut, mais par exemple, dans 70 à 86% des ordonnances des patients avec troubles borderline, il y a des benzodiazépines. Et pourtant, on sait, mais ça va mieux en le répétant, ce sont des produits qui ne fonctionnent pas au-delà de 4 semaines pour les somnifères et 12 semaines pour les anxiolytiques. Ça ne fonctionne plus à cause de la tolérance ou à cause d'autres mécanismes. Et en plus, quand on a un trouble borderline, ça favorise plutôt des symptômes de désinhibition avec un risque d'agressivité envers les autres, envers soi-même. Donc ça, je pense que c'est un message très important. Et pour le coup, toujours dans les mêmes études, cet effet de désinhibition et potentiellement d'agressivité, il est observé chez jusqu'à 60% des personnes borderline qui prennent des benzodiazépines. Et c'est plutôt
10, 15, 20% dans d'autres populations, y compris avec d'autres troubles psychiatriques, d'autres problèmes psychologiques. Donc ça, c'est vraiment un message très important, c'est que ça a beau être des anxiolytiques, clairement, ça ne marche pas bien. Il y a un risque d'addiction, et ce n'est pas les addictions légères, aux benzodiazépines, et comme il y a beaucoup de tolérance, souvent les doses, ça peut aller très très haut. Et surtout, il y a ce risque psychiatrique, en fait, psychique, psychologique, d'avoir des comportements agressifs envers les autres et envers soi. Donc ça, c'est vraiment un message très important. Oui, donc la tolérance, c'est le besoin d'augmenter les doses pour obtenir les mêmes effets. Exactement, exactement. Et donc, suite à une prescription, par exemple, 3 fois par jour des benzodiazépines, il peut y avoir une dépendance qui s'installe assez rapidement, surtout si la personne consomme oui, puis un anxiolytique. C'est toujours pour la même raison, c'est que au début, ça soulage très bien. Donc tout le monde fait ça en toute bonne foi, le prescripteur fait ça en toute bonne foi, et les premières semaines, ça fonctionne. Et évidemment, il y a beaucoup moins d'effets indésirables, en tout cas sur le moment, que les neuroleptiques, par exemple, qu'on peut utiliser parfois quand l'anxiété est très forte. Il n'y a pas de prise de poids avec les benzodiazépines, donc ça évidemment c'est un élément important, sauf que il y a ce risque d'addiction, il y a ce risque de désinhibition, et puis pour le coup, l'alcool en mélange avec ce type de médicaments, mais aussi tout seul, a en soi aussi une toxicité très importante. Et là, évidemment, c'est important de rappeler les risques sur la destruction un peu des neurones. Enfin, c'est la première cause de démence quand même en France, l'alcool, bien avant Alzheimer et d'autres maladies de ce type. Le risque de cancer de beaucoup d'organes est très élevé, etc., etc. Sauf qu'en fait, y compris chez les gens jeunes, on a cette toxicité que j'appelle psychiatrique, avec le risque de dépression, le risque de désinhibition, l'augmentation du risque suicidaire, qui sont vraiment des risques très importants à ne pas prendre à la légère. Et ça, entre guillemets, c'est subtil parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une addiction avec des substances aussi toxiques pour avoir les problèmes. Il n'y a pas besoin d'avoir développé la dépendance à l'alcool pour augmenter son risque suicidaire, pour augmenter son risque de chute, de se faire agresser aussi, et notamment sexuellement. Ça, c'est aussi très important. Le risque de l'alcool, c'est aussi, quand on est ivre, de se faire agresser, que ce soit dans la rue, dans une bagarre ou sexuellement. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc là, c'est assez évident. Le mélange entre alcool et benzodiazépine, en fait, vous démultipliez tous ces risques, et notamment les risques sur le comportement, sur le moment. Et ça provoque aussi des amnésies après, souvent. Absolument, oui. Absolument. Alors l'amnésie, c'est dans les propriétés des anxiolytiques. Une benzodiazépine, par définition, elle provoque des amnésies. Ça fait partie de la définition de ce... Il y a des alternatives, des anxiolytiques non benzodiazépines, comme Atarax. Alors oui, il y en a, voilà, tout ce qui est antihistaminique, buspirone, c'est plutôt... L'effet n'est pas très massif. Alors ceci dit, on va plutôt parler de l'hydroxyzine, on évite de citer les noms de marque, mais bon, il n'y a que l'Atarax, donc qu'on utilise comme anxiolytique. Parfois, il faut aller à des fortes doses. C'est pas dénué d'effets secondaires, ça peut aussi provoquer des somnolences quand même. Et puis, il y a des petites précautions cardiaques à prendre, même avec l'Atarax. Mais ceci dit, pareil, c'est neutre sur le poids et c'est pas addictif. Donc vraiment, c'est important. Et aussi, on sait que dans le trouble borderline, les antidépresseurs, où là non plus, certains en tout cas, sont plutôt neutres par rapport au poids, justement. Ils sont bien tolérés. Les antidépresseurs, mais je dirais plus à moyen terme, après une prise un peu de au moins quelques semaines, quelques mois, et souvent à plus forte dose par contre que la moyenne, vont aussi pouvoir avoir des effets anxiolytiques. Donc ça, c'est des alternatives très importantes qui font partie des médicaments potentiellement recommandés dans le trouble borderline. D'accord. Mais souvent, il y a une prescription au début des antidépresseurs plus les anxiolytiques. Oui, exactement, pour un peu accélérer l'effet, tout à fait. Alors, merci pour ces précisions. Donc, j'aimerais aussi que tu m'expliques quel est l'impact de la consommation des substances psychoactives sur l'évolution du trouble borderline. Oui, ça c'est très important. Et ça, j'avais trouvé pareil 2 petites études qui avaient regardé en fait si les personnes avec trouble borderline qui consommaient des substances, elles avaient plus de symptômes borderline que celles qui n'en consommaient pas. La réponse est non, étonnamment. Et donc, on est vraiment, c'est un peu le message qu'on avait commencé au début en distinguant bien usage et addiction, même si c'est un usage excessif et dangereux. C'est pas comme l'addiction. Et donc, c'est probablement déjà un symptôme en fait, du trouble borderline. Là, tu le sais, ça fait presque partie des fois des signes d'alerte chez quelqu'un où on se dit, tiens, avec cette consommation un peu binge, comme on dit, etc., est-ce qu'il n'y a pas un trouble borderline Et en tout cas, ça n'augmente pas les symptômes. Donc ça, c'est important. Probablement, par contre, quelqu'un qui n'a pas de trouble borderline et qui est sous l'effet de substance, ça peut le faire ressembler à quelqu'un qui a un trouble borderline. Mais en tout cas, avec trouble borderline, ça ne semble pas augmenter les symptômes.
Ceci dit, les patients rapportent quand même que suite, par exemple, à une consommation de cannabis, le lendemain, ils se sentent plus anxieux, Ouais, ou suite à une consommation oui, d'alcool massive, ils se sentent plus anxieux. Ça peut donner aussi des idées ouais, suicidaires. je suis tout à fait d'accord. Et là encore, c'est pas spécifique du trouble borderline. Oui, oui, mais ça vaut le coup d'être mentionné, Absolument. pour Oui, parce que, informer quand et même on parle les beaucoup patients. effectivement des effets des produits, mais il ne faut pas oublier les effets de sevrage. Et le problème des effets de sevrage, ou même de la gueule de bois, qui est une espèce d'intermédiaire entre le sevrage et l'absence de sevrage, parce qu'il n'y a pas besoin d'être dépendant pour avoir une gueule de bois, hein. On peut avoir ce côté, se sentir totalement nul, enfin voilà, être très émotif, etc. C'est pas réservé au borderline. Mm. Mais évidemment, si on a un trouble borderline, ça rappelle de mauvais souvenirs ou des symptômes très pénibles habituellement. Et surtout, ça entretient l'idée que tiens, pour aller mieux, bah, pourquoi ne pas reconsommer en fait? Puisqu'effectivement, malheureusement, entre guillemets, pour soulager les symptômes de sevrage, le moyen le plus rapide, c'est de reconsommer. Sauf que si on reconsomme, on précipite les prochains symptômes, soit de descente, comme on dit, ou de sevrage. Mais tu as raison, c'est extrêmement important, et c'est vrai que évidemment, c'est peut-être quand même encore pire sur ce côté fluctuation au quotidien. Voilà, que ça augmente, qui ça est déjà- intensifie l'instabilité affective, Ouais, qui possiblement. est l'un des critères du trouble borderline. Oui, absolument. Absolument. Après, il y a les risques, comme on disait, de séparer un peu le risque des addictions, par contre, en eux-mêmes. Et ça, les chiffres, ils sont terribles par rapport à ça. Bon, les chiffres des addictions sont globalement, bah, tu le sais aussi, enfin, ils sont assez terribles en termes de santé et en termes de pronostic. Mais le trouble borderline, dans les études, je ne sais pas si après, chez les personnes qui en souffrent et qui nous regardent peut-être, ont vécu la même chose, mais en tout cas, les symptômes ont tendance à diminuer avec le temps, plutôt avec l'âge, je dirais. Hein. Et ben en fait, ce qui est très clair dans les études, c'est que si on a une addiction avec, les symptômes ne diminuent pas, et surtout, globalement, la santé s'aggrave, parce qu'il y a le poids de l'addiction, le trouble borderline qui ne s'améliore pas, et donc les deux font que, eh ben oui, on a encore moins de chances d'assurer son activité professionnelle, de poursuivre ses relations familiales, amicales, enfin, etc., etc., donc de fonctionner, comme on dit. Donc ça ne fait qu'aggraver les choses. Et là, pour le coup, les trajectoires ne sont pas bonnes. Alors, le taux de mortalité, bah, j'ose à peine le dire, mais il semble être multiplié. C'est un taux qui est calculé, qui est standardisé sur la population du même âge. Et on a regardé dans ce chiffre, on a enlevé l'effet d'autres problèmes de santé qui pourraient confondre la relation entre les deux. Bah, en fait, si on a une addiction dans le trouble borderline, le taux de mortalité il est multiplié par 70. Donc ça, c'est vraiment... Et là, on parle vraiment de quand on a une addiction. D'accord. Ça, c'est vraiment sur la trajectoire quand on a une addiction associée. Donc, c'est vraiment... Et là, pour le coup, effectivement, dans les soins, la thérapie centrale autour du trouble borderline, l'addictologue, là, pour le coup, c'est important d'avoir un spécialiste. Donc, c'est important de souligner que si on a une addiction avérée, c'est-à-dire une dépendance avérée, on doit d'abord traiter l'addiction avant de s'attaquer au trouble borderline. Probablement. En tout cas, il faut au moins le faire en même temps. Ouais, il faut au moins le faire en même temps. Oui, tout à fait. Après, la thérapie est parfois difficile avec un consommateur très actif d'alcool ou de cocaïne. Alors ça, je dirais, c'est un peu une bonne raison de dire on s'efface un peu au profit du traitement de l'addiction. C'est quand les consultations sont impossibles parce qu'il y a l'effet des produits, ou du sevrage aussi, comme on disait. Là, pour le coup, bon. Et ça peut justifier l'hospitalisation, pour le coup. Voilà. Hein, nous, en addictologie, on est très méfiants des hospitalisations parce que ça ne traite pas bien les addictions, malheureusement. Mais par contre, ça peut diminuer la mortalité, ça peut permettre de faire des examens, faire un diagnostic justement de trouble borderline si on a un doute. Et surtout, ça peut permettre de repartir un peu à zéro de sa consommation pour permettre justement la psychothérapie ou des choses comme ça. Voilà. Oui, parce que si on est sous l'emprise du produit, on ne peut pas faire de psychothérapie. En fait, c'est important si on est vraiment sous l'emprise... Oui, si on est sous l'effet, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, après, j'aimerais aussi que tu me dises quels sont les risques liés à un usage régulier du cannabis, puisque l'utilisation du cannabis, l'usage du cannabis est très banalisé, que ce soit chez les borderline ou non. Absolument. Et je crois que les gens ne sont pas toujours informés des risques. Non, absolument. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le cannabis vraiment précoce, en début d'adolescence, etc. Ça, il y a clairement une toxicité cérébrale sur les fonctions intellectuelles, après, pour l'avenir. L'effet, il n'est pas gigantesque, hein, parce que sinon, en France, vu le taux de consommation de la population serait vraiment très, très abaissé au plan intellectuel, mais en tout cas, c'est vraiment un effet. Et c'est pas exclu de penser que cette difficulté de maturation cérébrale peut favoriser aussi les troubles du contrôle des émotions. Ça, il n'y a rien qui vérifie ça, mais quand même.
Donc ça, c'est vraiment le côté, avant 25 ans, je dirais, le risque intellectuel, il est important, surtout évidemment, plus on consomme, plus il y a de risques. Autour de cet âge-là aussi, il y a le risque psychiatrique. Je ne suis pas sûr que ça augmente la probabilité de développer un trouble borderline, de fumer du cannabis régulièrement. Par contre, ça augmente clairement la probabilité de développer d'autres troubles. La schizophrénie, un petit peu, mais par contre, c'est bien établi. Pour moi, ça peut aussi favoriser la survenue de symptômes psychotiques qui arrivent aussi dans les troubles borderline. Un peu de parano, un peu de choses comme ça. Et aussi augmenter la probabilité de faire des troubles bipolaires, quand même. Ou en tout cas, et d'avoir des symptômes, au contraire, d'émotions plutôt fortes. Contrairement aux propriétés apaisantes qu'on attribue d'habitude au cannabis. Une forme de dysrégulation émotionnelle. Ouais, on reste effectivement dans ce domaine-là. Je dirais après 25 ans, c'est pas du tout pour banaliser, mais le risque intellectuel, il est quand même... en tout cas, le risque de séquelles intellectuelles, il est bien moindre. Évidemment, au quotidien, sur le fonctionnement, en général, il y a des phénomènes d'apathie, il y a des symptômes dépressifs, enfin un manque d'énergie, etc. Et par contre, clairement, ça c'est super important, c'est à peu près ce qu'il y a de mieux pour augmenter les risques liés à la consommation de tabac, puisque c'est habituellement consommé ensemble. Et tabac plus cannabis, clairement, pour faire des problèmes artériels ou des problèmes de cancer, il n'y a rien de mieux. Et pour le coup, là, ça vient plus tôt. Et c'est un risque typique, notamment de problèmes artériels des jambes. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très grave, en fait. C'est très, très invalidant. Et ça, le cannabis, c'est un facteur de risque vraiment très important par rapport à ça. Et la difficulté de concentration aussi pour les personnes jeunes qui seraient étudiants. Totalement. Voilà, ça empêche de se concentrer. Et c'est ce qu'on disait, ça renforce. Enfin, déjà, quand on a un trouble borderline, c'est assez galère comme ça pour se construire et avancer, etc. On peut avoir des symptômes d'impulsivité, parfois quelques symptômes d'hyperactivité, je pense, qui ne favorisent pas le fait de bien terminer ses études et d'atteindre, on va dire, les objectifs qu'on avait pu se fixer. Et effectivement, fumer du cannabis par-dessus, ça ne fait effectivement qu'empirer les choses. Ça, c'est assez clair, notamment à ces âges un peu charnières, là, 15, 20, 25 ans, c'est des âges très importants par rapport à ça. Voilà, et il faut souligner aussi qu'un usage occasionnel peut se transformer en dépendance. Oui. Surtout si la personne traverse une période difficile Exactement. sur le long terme. Oui, exactement. Ça, c'est dans les addictions. C'est pas parce qu'on n'a pas développé les addictions à l'âge habituel, un peu 25-30 ans, on va dire. En fait, avec le facteur de risque borderline qui est toujours là, si, je sais pas, moi, à 35 ans, même si on a bien avancé, on a un licenciement, une séparation, enfin voilà, etc., ça peut être un facteur de risque. Et si on est déjà consommateur, ça augmente le risque que ça se transforme en addiction. Donc ça c'est vraiment un message qu'on a important, c'est que le risque, quand même, il évolue avec le temps. Et c'est pour ça aussi que le message qu'on donne parfois, c'est que autant on essaie de traiter intensivement les addictions, de s'en occuper, mais ce qu'on dit aussi, c'est que quand on n'a pas d'addiction, au contraire, c'est une très bonne raison pour arrêter, puisque a priori, on n'a pas perdu le contrôle. Il y a les symptômes borderline qui peuvent favoriser les consommations, on a dit, donc il faut se méfier de ça, et ça entretient la consommation. Mais au contraire, ce qu'on dit souvent aux gens qui n'ont pas de dépendance à tel ou tel produit, c'est de dire justement, arrêtez justement, puisque a priori, vous avez encore les mécanismes qui vous permettent d'arrêter. On ne dit pas que c'est facile, etc., mais c'est plus facile que d'arrêter quelque chose qui est dans une addiction, pour le coup. D'accord. Donc c'est encore plus important, s'il n'y a pas d'addiction, c'est l'occasion au contraire d'arrêter. Et s'il y a une addiction, on le sait, et puis vous le savez probablement ceux qui nous regardent, c'est beaucoup plus difficile et c'est d'autres enjeux et d'autres thérapies. Et comment arrêter une addiction au cannabis ? Ça reste, alors au niveau médicamenteux, il n'y a rien qui soit indiqué, et je dirais même c'est presque pire que dans la cocaïne, je parle en termes de médicaments qu'on peut quand même tenter. C'est que dans le cannabis, alors à part les fluidifiants bronchiques, et encore il faut en prendre des kilos, etc., on n'a vraiment aucun médicament qui aide. On peut avoir des médicaments qui aident pour les effets de sevrage, mais globalement ça reste des thérapies cognitives et comportementales de gestion des envies, de l'entretien motivationnel pour essayer de voir qu'est-ce qu'on va gagner éventuellement à réduire, puis à arrêter, en tout cas à modifier sa consommation, et après à bien surveiller les effets que ça peut avoir pour essayer de réduire encore un petit peu plus, dont on espère les effets bénéfiques en tout cas. Une hospitalisation, pareil, si vraiment ça a un impact très important, ça peut être conseillé. Mais je dirais, par rapport au cannabis en lui-même, il y a pas vraiment de technique spécifique en fait, et c'est vrai que c'est une addiction qui souvent traîne un peu, qui est négligée, comme tu disais, un peu banalisée, et qui en fait peut avoir des conséquences quand même importantes.
Et est-ce que le cannabis peut neutraliser l'effet des antidépresseurs, surtout si on en consomme beaucoup Alors oui, si les antidépresseurs ont été mis contre l'anxiété, clairement oui. Parce que le cannabis, comme on disait, c'est bizarre, ça a à la fois cet effet calmant, mais en vrai, le THC, du coup, donc le tétrahydrocannabinol, qui est vraiment la substance la plus active, elle a plutôt des effets en fait anxiogènes. Donc c'est clairement, ça réduit l'effet anxiolytique des antidépresseurs. Ça, c'est certain. Oui, c'est important parce que parfois il y a des patients qui sont sous antidépresseurs et comme ils consomment régulièrement du cannabis, ils ont l'impression que ça n'agit pas en fait. Exactement, exactement. Donc, et aussi l'addiction au cannabis est assez banalisée, donc à partir de quand on peut dire qu'on a développé une dépendance? Comment tu la définirais? Est-ce que même un joint par jour c'est déjà une dépendance? Alors ça, c'est en fait la dépendance, il y a un truc très objectif, un peu ce qu'on a un peu expliqué au début, et puis il y a un aspect très subjectif. Et une très bonne question par rapport à la dépendance au cannabis, encore plus que dans d'autres produits, c'est de dire est-ce que vous vous sentez dépendant? Et en fait, il y a des gens qui fument 3 joints par week-end et ça les met dans un état pas possible. D'abord, ça fait beaucoup d'effets. Ils en ont marre, ils sont fatigués pendant 3 jours après, ils y pensent toute la semaine en se disant ah là, il faut que j'en trouve, mais en même temps, il ne faut pas que j'en consomme. Ça, c'est typiquement les symptômes d'addiction. Et il y a d'autres personnes qui vont consommer 2-3 joints par jour. Là non plus, ce n'est pas un conseil, c'est un constat, qui n'ont pas vraiment ces symptômes de perte de contrôle, de sentiment de perte de liberté. Et donc, c'est parfois chez ces personnes-là aussi que ça va être le plus difficile d'aller voir si on a l'impression que ça nuit à la prise en charge ou à la thérapie, de repérer quand même est-ce qu'il n'y a pas intérêt à diminuer ou à arrêter. Donc les addictions, cette perte de contrôle, elle a vraiment un aspect subjectif. Et après, il y a un bon signe aussi, c'est la rechute, c'est-à-dire que quelqu'un par exemple qui, à force de faire des crises d'angoisse ou qui en a marre de dépenser trop d'argent dans le cannabis et qui arrive à arrêter, parce que c'est la plupart des gens qui ont une dépendance, ils arrivent à arrêter à un moment dans leur vie. Et c'est le phénomène de rechute, notamment quand elle est différée un peu de quelques semaines, où là, je dirais, on peut être sûr qu'on a une dépendance pour le coup. C'est-à-dire d'arrêter parce qu'on trouve que ça ne nous convient plus, et de ne pas pouvoir s'empêcher de rechuter, c'est un signe assez fort de dépendance pour le coup. D'accord. Donc, parce qu'il y a une banalisation quand même de la dépendance au cannabis, plus que d'autres produits comme la cocaïne. Absolument, et oui, c'est ça. Mais dans la société, globalement, le cannabis a été assez banalisé, c'est un petit peu moins maintenant. Et après, par contre, je pensais aux thérapies spécifiques. Je ne les ai pas là en tête immédiatement, mais par contre, pour des populations jeunes ou très jeunes, il y a des outils, je dirais, un peu plus vendeurs ou un peu plus sexy que la thérapie un peu classique, etc., où là, les adultes peuvent mieux venir effectivement demander de l'aide et répondre à des thérapies plus classiques. Chez les jeunes, il y a beaucoup de thérapies qui utilisent le numérique, éventuellement la réalité virtuelle, c'est des choses qui commencent à se développer. Et probablement chez les gens très jeunes, c'est un bon moyen de les accrocher en fait, aux soins et de modifier des comportements. Mais ça, c'est encore, je dirais, en cours de développement. Oui, et surtout chez les borderline, il y a un travail aussi sur la gestion des émotions. Puisque, en fait, une grande spécialiste des borderline, Marsha Linehan, qui a d'ailleurs avoué avoir été elle-même borderline, en fait, dit que l'intensité des émotions chez les borderline les pousse souvent à des passages à l'acte, dont la consommation des produits. Et après, les conséquences de ces consommations vont aussi aggraver l'instabilité émotionnelle. Donc il y a un cercle vicieux. Absolument. Et comprendre à quel moment on consomme, comment on se sent, parce que souvent le borderline n'est pas très conscient de son émotion. En fait, il y a quelque chose de très automatique. En fait, je me sens mal, donc du coup je consomme. Et de conscientiser à quel moment, est-ce que c'est parce que je me sens seule ou est-ce que c'est parce que je me sens angoissée? Parce que souvent il y a les mêmes triggers, on dit en anglais, les mêmes déclencheurs, qui est souvent la solitude perçue, pas nécessairement réelle, le sentiment de solitude, ou la peur de l'abandon, ou bien la peur de l'échec, ou le sentiment de ne pas y arriver. Ça c'est quelque chose que je ne vais jamais y arriver, voilà, sentiment d'impuissance. Et donc du coup, comme on se sent impuissant, le fait de passer à l'acte, y compris à travers une consommation, donne un sentiment de contrôle. C'est comme si je reprenais un certain contrôle sur mes émotions ou sur ma vie, mais un contrôle illusoire, certes, et qui en fait génère d'autres conséquences. Exactement. Qui vont aboutir à un sentiment d'impuissance. Oui, c'est très important. Tout à fait d'accord avec ça, évidemment. Et donc, du coup, c'est une bonne transition. Enfin, quand on discutait toujours pareil, cette histoire usage ou addiction, enfin, c'est pas pareil. Sauf qu'effectivement, c'est très important dans ces thérapies, quand on a un trouble borderline et des consommations de substances, addiction ou usage risqué ou excessif, c'est effectivement de travailler sur ces conséquences-là liées aux substances et de toujours prendre en compte effectivement les symptômes borderline qui poussent à consommer
et qui sont gérés, puis éventuellement aggravés, ou qui reviennent le lendemain, etc., pour aider les personnes à moins consommer et en même temps à s'occuper du trouble borderline. Et ça, je dirais qu'il y ait addiction ou pas, c'est un travail qu'on doit faire. Et du côté addictologue, quand on a quelqu'un qui a un trouble borderline, même s'il est suivi à côté pour une addiction, dans les motivations à se dire, voilà, qu'est-ce qui pourrait s'améliorer si vous réduisiez ceci ou cela, et là aussi, on reprend en compte et en fait, on se sert du trouble borderline, idéalement pour aussi augmenter en fait, la motivation, pour dire, regardez, le lendemain, quand vous avez des symptômes un peu de... quand vous avez cette gueule de bois, alors ça, c'est aussi sinon un classique, pour parler aussi de cocaïne, par exemple, un classique de l'effet de descente et du lendemain d'une prise importante de cocaïne, ou encore plus d'un effet de sevrage quand il y a une consommation chronique, c'est le côté culpabilité, idée suicidaire, tension interne. Et ça, quand on est borderline, c'est probablement encore plus grave dans ces moments-là. Et ça, en tant qu'addictologue, on va aussi s'en servir pour dire, mais en fait, quand on a envie de consommer, il y a plein de bonnes raisons. Et puis, souvent, 3-4 heures après, déjà, on va moins bien. Et le lendemain, c'est horrible. Et donc, je dirais en collaboration vraiment avec le thérapeute plus côté borderline, on va comme ça aider à pouvoir différer un minimum. Et ce qu'on dit, c'est prendre quelques secondes ou quelques dizaines de secondes quand on a une forte envie de consommer. Ces quelques dizaines de secondes, ça peut être très important pour se dire, mais non, mais en fait, j'ai pas envie de me retrouver dans l'état où je me suis retrouvé samedi dernier, à pleurer toute la journée, à appeler tout le monde, personne n'était là, où je suis allé aux urgences parce que j'avais envie de me suicider. Enfin, et ça, voilà, c'est ce genre de bricolage un peu pas à pas, mais qui est très important dans le quotidien, pour aider effectivement les gens à moins consommer et en même temps, idéalement dans le même temps, à travailler sur le trouble borderline. Oui, c'est ce qu'on appelle des pensées permissives, c'est-à-dire oui, ce soir je me sens mal, donc oui, j'ai bien mérité un verre. Absolument. Voilà. Oui, exactement. Et ça, on y arrive, mais c'est un travail qui peut être long. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup aussi de réduction qu'on appelle des risques ou des dommages. C'est qu'en fait, c'est important de faire ce travail de fourmi là, du quotidien pour dire, voilà, les substances, qu'est-ce qu'il faut réduire, comment, quel lien avec votre trouble borderline, etc. Mais par contre, il y a aussi les prises de risques. Et ça, il faut s'en occuper, parce qu'évidemment, si vous avez quelqu'un soit qui consomme tout le temps et qui peut faire aucune psychothérapie, ou quelqu'un qui prend des risques parce que y a benzodiazépine et alcool, par exemple, il y a le GHB aussi, le GBL, enfin, qui entraîne fréquemment des comas, et des comas avec souvent des passages en réanimation. Et là aussi, si quelqu'un, j'allais dire, va jusqu'au décès, parce que malheureusement, c'est une réalité dans ces situations-là, c'est sûr qu'après, la psychothérapie, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, il y a vraiment aussi, probablement pour les thérapeutes qui s'occupent des troubles borderline, des idées quand même à avoir sur cette réduction des dangers. Et puis, quand il y a les addictologues aussi, travaillent aussi là-dessus, en plus de travailler, comme on disait, sur les envies, la gestion des consommations, etc., etc. Et est-ce que l'alcool est dépressogène s'il y a une consommation régulière ? Ah oui, clairement. Clairement. Ça, c'est chez tout le monde d'ailleurs. Hein. C'est, pour le coup, ça, c'est un vrai souci. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les mécanismes, en quoi il est dépressogène, comment... Alors, il y a des mécanismes... d'une part, l'effet de l'alcool en lui-même. L'alcool est une molécule très compliquée. C'est une toute petite molécule qui passe partout, qui s'infiltre dans les cellules. Elle n'a pas besoin de récepteurs sur la cellule pour frapper à la porte en gros et pour rentrer. Elle passe directement dans la membrane, donc dans les neurones évidemment. Et donc elle perturbe énormément le circuit et donc ça a un effet, et il n'y a pas besoin d'être ni borderline ni d'avoir une addiction à l'alcool pour le savoir, des effets à la fois sédatifs, apaisants on va dire, ou anxiolytiques, et des effets excitants. Sur des circuits de neurotransmission qui vont très bien avec. Et en fait, l'excès d'une part, l'excès de cette transmission du côté sédatif, du côté calmant, va avoir cet effet un peu au quotidien un peu dépressogène, perte d'énergie, perte de motivation. Mais en fait, la répétition de l'effet d'excitation, plutôt du côté glutamatergique, pour le coup, a un effet de toxicité sur les neurones. Et en général, le cerveau, quand il perd trop de neurones, ça donne des symptômes dépressifs, probablement parce que les neurones qui sont perdus en premier, on va dire, sont dans des zones plutôt sur des réseaux qui jouent avec la sérotonine, avec la dopamine, qui sont un peu les molécules impliquées dans le risque de dépression. C'est pas si pessimiste que ça, hein, ce que l'on dit là, parce que dans l'immense majorité des situations, c'est réversible à l'arrêt. Nous, c'est un critère très important, par exemple, si on hospitalise quelqu'un, pour diagnostiquer ou pas une dépression qu'on doit traiter, c'est qu'en fait, déjà au bout d'une semaine d'hospitalisation, les gens vont beaucoup mieux du côté de la dépression. Et par contre, c'est vrai que si ça traîne, là par contre,
on va éventuellement proposer un antidépresseur, par exemple. Oui. Et ça peut neutraliser aussi l'effet de l'antidépresseur. Totalement. La plupart des substances, dans le cerveau, c'est très important à comprendre. Ça a l'air très schématique comme ça, mais c'est très vrai pour le coup. Il y a quelque chose quand même simple qui sont vrais. C'est que les substances, ça écrase tout dans le cerveau, si on peut dire comme ça. Donc une agitation sous cocaïne, par exemple, bah nous on sait, aux urgences, par exemple, c'est pas la peine de s'acharner à mettre des médicaments qui calment, parce qu'en fait, on augmente les risques, en fait. C'est-à-dire, on met des médicaments psychotropes, et il y a encore beaucoup de cocaïne dans le cerveau, par exemple. Et en fait, ça ne calme pas. La cocaïne empêche l'action, y compris de médicaments très puissants. Donc, en fait, on attend, on met les gens en sécurité. Voilà, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le benzodiazépine et l'alcool. Les effets, ils ont plutôt tendance à s'aggraver les uns les autres. Et en fait, les substances dans le cerveau empêchent déjà probablement la gestion des émotions, en fait, l'activité de la thérapie et l'activité de la même façon, parce que les thérapies et les médicaments, en vrai, ça agit un peu pareil, finalement. Tout ça, ça agit sur le cerveau. Ça neutralise clairement la plupart des thérapies qu'on peut proposer. D'accord, merci pour ces précisions. Alors, quels sont les traitements principaux des addictions associées aux troubles borderline ? Alors, un premier objectif quand il y a vraiment une addiction, pour le coup, dans le trouble borderline, ça c'est bien montré aussi, ça va être de rester dans les soins. Pour des raisons, on ne va pas tout refaire, mais d'impulsivité, de difficultés relationnelles, de difficultés à faire confiance aussi probablement, enfin, etc., etc. Les personnes qui ont les troubles borderline, c'est celles qui restent le moins longtemps dans les soins des addictions. Donc ça, pour nous, c'est un vrai challenge. Du fait de l'instabilité, parce que c'est défini aussi comme un mode général d'instabilité. Exactement, probablement. Oui, tout à fait. Et du coup, pour nous, dans des consultations d'addictologie, vraiment, il ne s'agit pas d'amadouer les personnes, mais quand même établir une relation de confiance, pas matraquer tout de suite sur le côté addiction, entre guillemets exiger, je dirais, au niveau côté soignant, des changements de comportement, etc., qui peut un peu faire fuir les gens parce que ça paraît trop difficile. Par contre, avoir des premières étapes, de faire un bilan très, très complet, évaluer les risques aussi, et justement informer avant de dire il faut arrêter l'alcool, il faut arrêter les médicaments, mais d'informer, tiens, pas en même temps, pas à la même heure, les benzos le matin, l'alcool le soir, enfin voilà, on en est là dans les consultations. Comme ça paraît être un très mauvais conseil, mais en fait, non, d'éloigner les prises, par exemple, de différer les prises, d'en prendre moins. Quand on boit pour se soulager, d'attendre l'effet des premiers verres avant de finir la 3e bouteille, par exemple. Ça, c'est de la réduction des dommages, et probablement, c'est aussi comme ça qu'on fait un peu revenir les gens quand on s'adresse comme ça vraiment à des situations aiguës, très concrètes. Et puis, je dirais après, il est temps pour les addictions de faire plus les thérapies, alors là, un peu plus spécifiques des addictions, ce qu'on appelle les entretiens motivationnels, et certaines thérapies comportementales aussi et cognitives, pour aider à réduire les envies, à ne pas consommer à chaque fois qu'on a envie, à savoir à qui on fait appel et à quoi on fait appel quand on sent qu'on a une envie qui est irrépressible. Il y a probablement un intérêt alors à la thérapie, tu vas me dire si la traduction française est bonne, mais comportementale dialectique, c'est ça. Visiblement, quand on a un trouble borderline et une addiction, notamment à l'alcool, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est important. Je crois, mais en termes d'études, ça manque encore, les thérapies comportementales et cognitives par la pleine conscience. Ça peut aussi avoir un intérêt, mais par contre, ça peut être très exigeant. C'est pas tout le monde qui est capable d'accéder, j'allais dire, dans la fin des cycles, tu sais, à des méditations de 45 minutes, enfin, etc. Voilà, mais il y a des exercices, notamment, il y a un truc qui s'appelle... On peut aménager, en fait, on peut proposer des exercices... Et puis, je me souviens aussi d'un exercice d'urgence qui est très utile, qui est le Sober Space, en tout cas, ou équivalent, qui permet effectivement de ne pas surréagir à l'envie de consommer, par exemple. Ça peut être très utile. Après, premier réflexe, c'est de traiter les addictions de façon... avec les meilleurs médicaments ou les meilleurs traitements possibles. C'est pas de se dire, de toute façon, il y a un tel trouble borderline... on verra plus tard. Enfin, non, voilà, s'il faut utiliser, je pense à l'addiction aux opiacés, par exemple, faut proposer la buprenorphine, la méthadone, enfin voilà. C'est des traitements qui fonctionnent bien. Et donc ça, il faut les proposer. Ne pas oublier de s'occuper du tabac au passage. C'est toujours ça de prix, sur les risques. Et puis, on a quelques molécules, je ne suis pas sûr qu'il faille en parler là, parce qu'on a quelques signaux dans les études, qui sont, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des molécules qui ont montré un petit peu d'effet dans le trouble borderline, d'effets bénéfiques, j'entends, dans le trouble borderline et dans certaines addictions. Et donc, souvent, le message qu'on essaie de passer, c'est de dire, il n'y a pas d'indication officielle, mais si quelqu'un a un trouble borderline et au moins telle ou telle addiction, il faut quand même qu'à un moment, on ait pu essayer tel ou tel traitement.
Mais malheureusement, et puis vous le savez aussi, côté juste borderline, en termes de médicaments, il n'y a rien qui soit vraiment bien approuvé et bien indiqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien prescrire, c'est important à souligner. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien prescrire, au contraire. Et on a parlé d'antidépresseurs à visée anxiolytique. Il y a des traitements contre l'impulsivité qui sont très utiles et probablement qui sont particulièrement utiles quand il y a des addictions associées. Voilà, mais il faut aussi se rappeler, attention à la prise de risque, parce que voilà, enfin, les prises de poids, le mélange avec les produits, etc., c'est aussi un risque. Donc, c'est toujours à peser. Et puis encore, il y a rarement d'urgence aussi à prescrire. Donc ça, c'est important. Si jamais le psychothérapeute et le prescripteur ne sont pas les mêmes, on peut très bien avoir la discussion quand même entre la personne, le psychothérapeute et le prescripteur, pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est prêt à risquer, et puis d'expliquer bien les différentes molécules, est-ce qu'on peut en attendre, est-ce qu'on peut ne pas en attendre. Tu vois, c'est vraiment pas comme une dépression, où l'antidépresseur, dans une dépression qui est bien diagnostiquée, bien sévère, etc., on est tranquille. Je veux dire, on met des antidépresseurs parfois puissants, parfois à forte dose, parce qu'on sait où on va. On sait qu'on a une dépression à guérir et que les antidépresseurs peuvent le faire. Dans le trouble borderline, on sait quels médicaments peuvent aider, mais c'est très important d'être aussi assez humble et de bien mesurer ce qu'on voulait faire comme effet bénéfique. Et s'il n'y a pas d'effet bénéfique, je crois qu'il faut être prêt aussi à réduire et à arrêter ou à changer. Oui, parce qu'on observe l'action des antidépresseurs, je me permettrais, ce que j'ai observé, c'est que ça agit, même en absence d'une dépression, sur la réactivité émotionnelle, sur l'irritabilité. Oui, ça. Donc ça veut dire que le borderline est très à vif, et en fait, c'est le fait d'avoir un antidépresseur, ça crée comme un filtre, en fait, pour ne pas être dans la réactivité permanente. Il y a un filtre qui est probablement beaucoup plus facile à tolérer que le filtre qui peut être créé par les antipsychotiques ou les neuroleptiques. Oui, tout à fait. Qui vont du coup avoir d'autres effets secondaires qui peuvent être pénalisants. Oui, puis je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand on met un traitement sédatif, ça diminue aussi les capacités de gestion émotionnelle. Enfin, ça réduit l'anxiété tout à fait. Et l'impulsivité, mais sauf qu'en même temps, si on débranche un peu si on débranche le cerveau, on ne gère pas mieux les émotions. C'est toujours ça, entre apaiser les symptômes un peu de crise, et puis par contre permettre la thérapie, et permettre aussi le quotidien. Donc ça, pour ça, la prescription, on a plein d'idées, il y a plein de possibilités, mais vraiment, à bien discuter en tout cas. Oui. C'est sûr. Après, il y a des neuroleptiques à faible dose qui peuvent aussi être utiles. Voilà. Et donc ça, c'est à voir. Donc ce qui est à souligner, c'est que les médicaments ne guérissent pas le trouble borderline, mais permettent d'atténuer les symptômes les plus envahissants. Parce que si on est constamment débordé par des émotions intenses, ça peut aussi empêcher une thérapie, en fait. Parce qu'une thérapie implique aussi de pouvoir un peu réfléchir sur ses émotions, avoir un certain recul. Si on est constamment débordé, ça rend la thérapie impossible. C'est pour dire qu'il y a parfois des personnes qui résistent aux médicaments alors qu'ils en ont besoin. Absolument, on est bien d'accord. Donc voilà, est-ce que tu penses qu'il faut encore dire quelque chose, un message pour... Peut-être quand même un message, parce que parfois on a des retours des usagers, parce que c'est pas toujours des patients, qui disent que tout ça, dès qu'on parle notamment d'association d'addiction avec d'autres problèmes psychologiques ou psychiatriques, c'est assez plombant. On dit, moi je vous ai sorti là, le taux de mortalité x 70, malheureusement c'est comme ça, j'allais dire. Après il faut voir le risque individuel pour chaque personne, évidemment, qu'on prend en charge, mais le message c'est quand même que ce sont des choses qu'on connaît quand même de mieux en mieux, même si je pense, tu sais ça mieux que moi, que dans le trouble borderline, c'est malheureusement c'est un des troubles parfois les plus difficiles, assez invalidants, qui donnent beaucoup de souffrance et qui est loin d'être le plus étudié dans la psychiatrie, j'allais dire, en général. Mais quand même, on sait ce qui se passe, et dans les associations avec les usages de substances, tout ce qu'on a dit là sur usage, addiction, le binge, soulager les émotions, ça c'est quand même des développements un peu récents, et on n'est plus quand même du tout dans le côté, oh là mon Dieu, il y a des substances, c'est très grave, on ne peut plus rien faire, enfin voilà. Pas dramatiser. Vous avez bien entendu, Daria, elle s'occupe de personnes avec troubles borderline qui ont beaucoup de problèmes de substances, voire d'addiction, même parfois graves à mon avis. Nous, dans notre consultation d'addictologie, on a aussi vraiment on essaie d'avoir une habitude aussi de s'occuper de personnes qui ont des troubles en dehors des addictions qui sont parfois très graves, y compris les troubles borderline souvent très graves. Et probablement, c'est quand même une évolution des connaissances qui font que on sait aujourd'hui pas mal de choses, on sait aujourd'hui quels médicaments essayer, par exemple, parfois, on a dit, et quel type de psychothérapie aussi peuvent quand même être les plus utiles. Donc on a quand même, c'est globalement une situation plutôt grave, mais on a quand même pas mal d'outils pour y répondre. Voilà, c'est-à-dire ce n'est pas... Il y a un espoir, surtout si on s'engage réellement dans les soins, en fait. Ouais, exactement. Voilà.
Donc, écoute, merci Romain pour toutes ces précisions, pour tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui. Et j'espère que ce message sera très bénéfique aux personnes concernées. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci à toi pour toutes ces questions Mm. et pour l'invitation. Et puis à bientôt probablement et merci pour votre écoute. Merci, au revoir. Au revoir.